Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce téléjournal. Dans l'actualité d'aujourd'hui, plusieurs découvertes. Dans la réserve géologique de Haute-Provence, à Digne, un journaliste scientifique du National Géologique mène une nouvelle enquête. D'après les informations du reporter, l'enseignant de sciences naturelles Jean Fontana, dont les notes ont été retrouvées ces derniers jours, aurait découvert en 1947 5 fossiles d'hydropithèques répartis dans la réserve. Un pas en avant pour la science. Les traces du naturaliste zoologue allemand Peter Ameisenhofen, disparu depuis les années 1955, ont refait surface. Photographies, dessins, schémas, radiographies, notes manuscrites, mais aussi comptes rendus d'expériences menées en laboratoire, et même animaux empaillés, ont été retrouvés aux abords d'une île inconnue dans l'Atlantique. Et en tête de ce journal, remise en question de l'histoire de la conquête spatiale. Des documents classés confidentiels par l'URSS concernant la disparition d'un des cosmonautes du vaisseau spatial Soyouz 2 ont été dévoilés. Tout de suite, notre reportage. Les traces du cosmonaute russe Ivan Istochnikov refont surface après sa mystérieuse disparition du 25 octobre 1968. En effet, il y a près de 50 ans, les États-Unis et l'Union soviétique étaient en pleine course de l'espace. À cet effet, Soyouz 2, commandé par le colonel Ivan Istochnikov, avait été lancé depuis le centre aéronautique de Baïkonour. Après la tragédie de Soyouz 1, dont l'occupant s'était écrasé à son retour à cause du mauvais fonctionnement de son parachute, les autorités avaient poussé les précautions à l'extrême. Malheureusement pour Istochnikov, à cette époque, la pression politique l'emportait sur les considérations techniques. Des problèmes sont donc survenus entre Soyouz 2 et Soyouz 3 lors de leur tentative infructueuse d'amarrage spatial. Les deux vaisseaux se sont éloignés et ont perdu contact. Lorsqu'ils se sont retrouvés le lendemain, Ivan Istochnikov avait disparu et son appareil avait été touché par une météorite. Affligés par leur premier échec, les autorités soviétiques n'étaient pas prêtes à admettre un second fiasco. La version officielle de l'époque était la suivante. Soyouz 2 était un vol sans pilote et Ivan Istochnikov n'avait jamais existé. Pour empêcher quiconque de contredire cette version, sa famille et ses proches furent envoyés au goulag et ses collègues réduits au silence grâce au chantage. Et dans un souci d'apport de preuves à cette nouvelle histoire, la retouche de photographies et la manipulation de fichiers fut également utilisée. Ce n'est que lorsque la peur prit fin que ces documents secrets furent dévoilés et des enquêtes menées afin de restituer le cours réel de ces événements, tels que nous vous les présentons dans ce journal. Hacking. Vous êtes en quête de la vérité? Avide d'informations, vous ne savez plus comment distinguer le vrai du faux? Le doute vous envahit? Si l'inquiétude, l'hésitation et le scepticisme sont présents dans le regard que vous portez à l'égard des informations fournies, je vous souhaite alors la bienvenue sur la chaîne Chronodox. Et si la vérité vous préoccupe, vous invite vivement à rester en ma compagnie. Tout d'abord, je dois vous féliciter. En effet, j'amplifie le sentiment de doute que vous vivez au quotidien, et pourtant, pour ceux qui sont toujours parmi nous, vous m'écoutez encore. Pourquoi? Parce que les mots ont un pouvoir. Ils sont la base de la compréhension, et pour ceux qui les entendent, l'énonciation de la vérité. Avoir un esprit serein aujourd'hui est irréalisable. Le doute, présent dans les moindres détails de notre existence, nous trouble, nous bouscule. Nous sommes couverts d'informations que nous ne savons pas assimiler. Alors, dans l'incertitude, on cherche à se rassurer avec les mots. Ce que vous lisez, ce que vous voyez, ainsi que ce que je vous proclame aujourd'hui. Pourquoi je fais tout cela? Je pense que vous ne l'ignorez pas. Et si toutefois, cela n'entrait pas dans votre ligne de considération, vous en serez convaincu lors de la finalité de ce qui va suivre. Tout d'abord, comment se protéger de la machination? Je dois vous dire que ce sentiment de doute que vous ressentez est un élément absolument indispensable. Précieux outil de l'intelligence, vous devez le garder avec vous à chaque instant. Le doute oblige l'exercice de la réflexion, nous invite à franchir les apparences, ce qui consiste en la thématique principale de mon développement.
Nous sommes manipulés, de toutes parts et par de multiples moyens. Essayons alors de comprendre ce procédé. Dans le dictionnaire, recueil de vérités universelles, on nous dit que la manipulation, c'est faire subir des modifications, plus ou moins honnêtes, trafiquer, manœuvrer. Cependant, celui-ci découlant des institutions, des académies, je ne m'appuierai donc pas sur ce seul sens. Lors des diverses recherches qui m'ont amené jusqu'ici, j'ai appris que l'ambiguïté et l'indéfinition du sens permettent la manipulation, et qu'en définitive, c'est la condition la plus adéquate à la création. Toute création est donc manipulée, par incidence, tout est manipulation, et la vérité absolue absente. Parlons maintenant de la photographie. Pure conséquence d'une manipulation artistique, elle accompagne la quasi-totalité des informations que nous recevons, et parfois même, consiste en l'information elle-même. Comme vous le savez déjà, il existe, dans ce domaine, de multiples techniques d'altération d'image. Retouche informatique, recadrage, photomontage et bien d'autres moyens encore sont ce que l'on peut appeler la mémoire appliquée de la photographie. Une addition de critères qui, en s'ajoutant à l'image, cherche à lui faire atteindre une perfection. Maintenant, regardez cette image. Vous pouvez y reconnaître ce dénommé Ivan Istochnikov, présenté dans le journal d'aujourd'hui, censé vous informer de l'actualité avec véracité. On y voit 7 astronautes. Tous ont signé sur le cliché, annoté d'une date, d'un lieu et d'une potentielle description de l'événement. Tout semble parfaitement réel. Mais gardez à l'esprit que toute photographie est une fiction qui se prétend véridique. Et réfléchissez. À présent, regardez ceci. N'est-il pas troublant de voir cette image, étonnamment similaire à la précédente, dont un seul détail manque? Ivan Istochnikov. Dans l'information d'il y a quelques minutes, on vous a appris que les autorités russes avaient trafiqué leurs archives afin de faire disparaître ce personnage. Mais si ces renseignements n'étaient en fait que l'œuvre d'un spéculateur, un artiste doué en retouche, inventant cette théorie et modifiant lui-même ses images, pour nous berner. L'auriez-vous cru? Cet homme, par exemple, ne lui trouvez-vous pas une étrange ressemblance avec ce certain Istochnikov? La photographie comporte simultanément cet avantage et ce désavantage. Cette faculté de nous faire croire à une image et à douter d'une autre. Essayons ensemble de comprendre cet art et de saisir l'effet qu'il a sur notre conscience. Olivier Wendell Holmes, écrivain et poète américain, la qualifiait de « miroir sans mémoire ». Albert Bisbee, photographe du XVIIe, avançait sa grande capacité de certitude. Son résultat véridique et exact. Par l'extraordinaire densité de petits détails, l'exactitude, la clarté de définition et la sensation tangible de réalité qu'elle procure, elle prend la valeur d'indice, d'empreinte. Utilisée comme outil d'analyse, de critique, l'image est décrite comme étant la trace de l'impact de la lumière reflétée par l'objet capturé. Une trace emmagasinée, une trace mémoire. Si la photographie devient la façon qu'a la nature de se représenter elle-même, l'illusion d'automatisme naturel, pourquoi donc douter de son authenticité? Le temps, celui qui l'a influencée, est l'acteur de la transition de sens qu'elle a subie au long des âges. Aujourd'hui, on sait que la photographie n'a pas seulement permis la tromperie, mais elle l'a facilitée. Si elle inspire la crainte, c'est parce que nous ne savons pas si nous pouvons nous y fier. La technologie devient garantie de l'objectivité, mais aussi un moyen additionnel de modification d'image. C'est le principe homologatif de l'évidence par les apparences qui prend place. Rappelez-vous, vous l'avez pratiqué lors du téléjournal. Vous croyez voir quelque chose, en l'occurrence un astronaute. Il ressemble à un astronaute, il est vêtu comme un astronaute, mais qui vous dit qu'il en est vraiment un? Le problème est que nous ne cherchons pas la vision, mais le déjà vu. Tant que le cliché final répond à nos attentes, cela fonctionne. L'appréciation ainsi que la confiance que nous accordons à l'image est propre à chacun, car rien dans la photographie ne nous affirme de ce qu'il y a de plus important pour nous. Chaque être étant foncièrement différent, la projection des valeurs que l'on émane de l'image le sera elle aussi. La photographie témoigne de ce qui est arrivé. Elle nous séduit par sa proximité avec le réel, nous donne l'impression d'avoir la vérité à portée de main. À cause de ces critères, nous oublions qu'elle nous ment, et,
Cette autorité du réalisme photographique cherche ainsi à trahir notre intelligence, comparable au baiser de Judas. L'appareil est programmé pour produire des types d'images qui correspondent à des conventions générales bien précises, ce qui constitue les codes de représentation de notre réalité. Par exemple, regardez cette image. On peut y deviner un squelette d'hydropithèque. Leur existence n'ayant jamais été prouvée, nous pourrions douter de la justesse de son propos. Pourtant, la représentation d'images scientifiques nous brouille les yeux. Et cet animal étrange, tenant la main de ce qu'on pourrait croire un scientifique, ne vous chatouille-t-il pas l'esprit ? On associe trop souvent la science à la vérité. Son caractère abstrait et exact nous dépasse. Dans notre inaptitude à la vérifier, on s'abaisse et on se résigne à y croire. Mais le savoir scientifique n'est qu'un ensemble de vérités provisoires. Tant que le contraire n'a pas été prouvé, il subsiste. L'institution ne fait pas la justesse des propos. Alors méfiez-vous-en. Comme le disait Picasso, l'art est un mensonge qui nous permet de dire la vérité. La photographie apparaît alors comme une évidence. Son élaboration technologique lui intégrant ce principe de réalité, elle traduit les faits en souffle de l'imagination. Elle referme son cycle en rendant l'illusoire et le prodigieux au travers du symbolique, qui finissent par devenir les vrais producteurs de réalité. Mais quand la sensation d'automatisme technique qu'elle procure disparaît, le réalisme photographique s'évanouit également. Nous vivons dans un monde d'images qui devance la réalité. Dans le contexte des médias actuels, le concept de vérité ou de mensonge perd toute validité. Il s'agit plutôt de mentir bien ou de mentir mal. C'est pourquoi le doute est indispensable. Si le bon photographe est celui qui sait bien mentir la vérité, le bon spectateur serait alors celui qui voit l'image mais ne s'arrête pas sur son allure, celui qui traverse cette représentation pour arriver à son sens, celui qui réfléchit, se questionne, ne se fie pas à sa première appréciation mais explore toutes les possibilités que l'image propose, celui qui doute. Comme le disait Francisco Franco, chef de l'État espagnol, les photographies ne se chargent pas de corroborer notre vérité ou d'asseoir notre discours, mais exclusivement d'interroger l'hypothèse sur laquelle d'autres peuvent fonder leur vérité. Tout est donc propagande, et tout est sujet à la méfiance. Maintenant, voici les choses auxquelles vous devez faire attention afin de vous protéger de toute manipulation. Gardez-les à l'esprit lorsque, à l'avenir, vous regarderez des images. La photographie n'a pas le même sens ni le même effet dans un contexte religieux, journalistique ou scientifique. Nous devons donc tenir compte de ce contexte en y insérant l'image et en la prenant indépendamment de celui-ci. Les apparences sont trompeuses. Brouiller les pistes est donc relativement facile. Parodier un genre de photographie l'est également. Documentaire, scientifique, historique ou encore perception humaine sont des styles de photographie que l'on peut retrouver sur les images que nous voyons chaque jour. Mais même si le cliché a l'air scientifique, il ne l'est pas forcément. Les institutions ne sont pas source de vérité. Alors doutez-en. Le doute est et réside en le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous pensez que tout cela n'est qu'une plaisanterie de ma part, ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai encore une petite surprise pour vous. Quelqu'un à vous présenter. Joan Fontcuberta. Traduction la plus proche d'Ivan Istochnikov, du russe à l'espagnol. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Photographe, artiste, théoricien, historien, critique et professeur catalan, il est à l'origine de tous les propos que je vous ai présentés aujourd'hui. Cet artiste teste la crédulité et l'esprit critique du spectateur. C'est dans de toutes les recommandations que je vous ai faites il y a quelques minutes, il appelle à la réflexion, cherchant à mettre fin à la mystification, et il nous montre à quel point il est facile d'être dans le canular. Nous propose des outils de résistance face à ce qui se passe dans la vie réelle. Voici sa façon de procéder. Dans ses projets, il conçoit de véritables constructions photographiques et scénographiques. Maquettes, collages, manipulation de programmes informatiques, retouches électroniques, tous ces éléments et bien d'autres encore représentent les outils de Joan Fontcuberta. Il infiltre ses projets dans le contexte convenant, par exemple scientifique, afin de nous berner, nous tromper. Mais à la fin de chacun de ces projets, nous informe que tout est faux, et nous faisons alors face à notre crédulité. Voici cet artiste, et voici ses projets. Le scientifique disparu n'était autre que son projet Fauna, présenté dans un musée d'histoire naturelle, avec lequel il a réussi à faire croire à des universitaires
que certains de ces animaux étranges existaient vraiment. Le commandant Istochnikov n'était autre que lui-même, intégré au sein de photographies d'archives récupérées lors d'une brocante en Russie. Ce projet-ci a généré un débat sur la rigueur de la recherche scientifique, ainsi qu'une plainte diplomatique de l'ambassadeur russe. Car étant prise pour vraie, cette théorie avait été présentée lors d'un téléjournal, tout comme aujourd'hui. Des spectateurs avaient même appelé l'ambassade russe pour protester. Et si l'on cherche le nom d'Ivan Istochnikov sur Internet, il apparaît dans une rubrique « Cosmonaute fantôme ». Cette île inconnue, où l'on a soi-disant découvert les carnets de notes de ce naturaliste allemand, n'est qu'en fait un paysage créé en insérant des peintures célèbres, tout comme celles des artistes tels que Van Gogh, Cézanne ou encore Turner, au sein d'un logiciel développé par l'US Air Force. Traduisant des données cartographiques en images, il forme un no man's land entre le virtuel et le réel, entre la vérité et l'illusion. Ces squelettes d'hydropithèques retrouvés en Haute-Provence sont en réalité que l'objet d'une des nombreuses constructions du photographe, implanté sur ce site propice à cette théorie. À présent, je vous laisse. Vous pouvez regagner votre tranquillité, garder en mémoire ce que je vous ai présenté, ou continuer à vous obstiner dans votre petite crédulité.